Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, une triste affaire qui a eu lieu à Béjaïa en Algérie en 2021. Une affaire de pratiques occultes, de sorcellerie et d'enfants zouris. Si vous êtes intéressé par ces sujets de sorcellerie, de meurtre d'enfants zouris, sachez qu'il y a quelques mois, j'ai traité le cas d'une enfant zouri qui a été tuée au Maroc en 2021. Je vous mets la vidéo juste là, vous pouvez aller la regarder. Dans cette affaire du jour, un membre de la famille de Rahima vient lui faire une demande particulièrement choquante. Mais le refus catégorique de Rahima entraînera malheureusement une fin tragique. Découvrez tout de suite les détails de cette affaire. La triste affaire de Rahima et Manel, c'est tout de suite et maintenant. Nous sommes dans l'après-midi du 9 mars 2021 à Ichekaden, un petit village de la commune de Feraoun à Béjaïa en Algérie. Le frère de Rahima, une mère âgée de 44 ans, ayant 5 enfants, et dont l'une de ses filles est Manel qui n'est âgée que de 5 ans au moment des faits. Et donc ce frère se présente donc chez sa sœur Rahima pour lui demander de lui donner Manel, car il doit sacrifier Manel, il doit en faire une offrande dans le cadre de pratiques de sorcellerie. Et donc cette offrande, entre guillemets, lui permettra d'entrer en contact avec des forces occultes. Il faut savoir que Manel, en réalité, elle est considérée par ces charlatans comme une enfant zouri, et c'est-à-dire que c'est une enfant porte-bonheur, c'est une enfant un peu porte-chance. Elle donne de la chance à ceux qui la sacrifient. En réalité, c'est un peu ça l'idée. Rahima, bien sûr, elle est totalement choquée. Elle n'en revient pas de ce que son frère cadet lui demande. Son frère est pourtant quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un avec qui elle avait aussi de bonnes relations jusque-là. C'est quelqu'un âgé d'une trentaine d'années. Il a fait des études universitaires, il est cadre d'entreprise au moment des faits, donc c'est quelqu'un qui a une vie normale en fait. Évidemment et sans surprise, Rahima refuse catégoriquement de faire ce que lui demande son frère. Mais le frère, il ne lâche pas l'affaire, il est vraiment déterminé à accomplir son rituel satanique, et donc il revient dans la soirée du 9 mars 2021, mais cette fois il n'est pas seul, il est accompagné de ses 2 parents et de son autre sœur. Et ils arrivent donc tous ensemble, toute la famille arrive chez Rahima. Elle est seule à la maison avec ses enfants, son mari travaille à l'extérieur à ce moment-là. Donc dès qu'ils arrivent chez Rahima, ils se jettent sur elle pour l'immobiliser. Ils vont expliquer aux enfants qui sont présents dans la maison, donc les 5 enfants, que leur mère, elle est possédée par un démon et qu'elle doit subir un exorcisme religieux pour essayer de la libérer de ce démon. Au cours de la soirée, Rahima sera battue très violemment à plusieurs reprises par son frère. Les complices, qui ne sont autres que ses parents, donc les parents de Rahima et sa sœur, vont eux se charger de lui tenir les bras et les jambes pendant que le frère la violentera. Il a été révélé notamment par l'autopsie qui a été pratiquée par la suite que Rahima a été torturée par son frère, en tout cas par sa famille. Elle a été frappée très fortement, très violemment sur le visage et sur le haut du corps. Malgré ses cris et ses pleurs, sa famille n'aura aucune pitié d'elle, ils la tortureront pendant des heures. À force de coups et de tortures, Rahima tombe inconsciente. Elle commence un peu à agoniser et à ce moment-là, le frère assassin va aller s'en prendre à sa deuxième victime. Et sa deuxième victime, c'est la petite Manel qui n'est âgée que de 5 ans. Il va aller l'arracher des bras de l'une de ses grandes sœurs. La grande sœur va essayer de tout faire pour pas lui donner Manel, hein, elle va essayer de résister, mais malheureusement le frère est plus fort, donc il arrive à lui prendre Manel, et donc il prend Manel avec lui, il retourne dans le salon, et là il se mettra à étrangler Manel jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle. D'ailleurs, il a été noté un détail assez choquant dans le dossier, enfin dans la procédure, c'est que quand il s'en est pris donc à Manel et qu'il l'a tuée, à un moment donné, il s'est rendu compte que Rahima n'était pas encore morte. Il a entendu un peu gémir, il l'a vu un petit peu bouger. Donc après avoir tué Manel, il est retourné voir Rahima et là il lui portera les derniers coups qui l'achèveront. Tous les enfants de Rahima sont présents au domicile pendant le double meurtre. Il y a même notamment son fils
un fils âgé de seulement 9 ans qui a assisté à toute la scène d'horreur. Tous les enfants sont dans un état psychologique dramatique, ils sont en train de pleurer, ils crient de laisser tranquille leur mère et leur sœur. Mais l'oncle meurtrier les calme, il leur dit que tout va bien se passer, qu'il n'y a pas à s'inquiéter, qu'elles ne sont pas mortes, elles vont se réveiller, elles sont simplement endormies. Et donc il explique que pour que les deux se réveillent, il faut que la fille aînée de Rahima aille chercher l'imam qui va s'occuper de réveiller justement leur mère et leur sœur. Bien sûr, la grande, la fille aînée, elle croit son oncle, enfin elle veut croire en tout cas son oncle parce que elle espère qu'une seule chose, c'est que sa mère et sa sœur ne sont pas décédées. Donc bien sûr, quand son oncle lui dit qu'il n'y a pas de souci, elles vont se réveiller, mais il faut que l'imam vienne pour les réveiller. Donc elle y va quoi, elle court aller chercher l'imam du village justement pour qu'il vienne réveiller sa mère et sa sœur. Alors l'imam qui a la fille en face de lui qui lui explique voilà ce qu'il s'est passé, il comprend que quelque chose de grave s'est déroulé dans cette maison. Donc il y va, il va jusqu'au domicile, il arrive à la maison, il n'en croit pas ses yeux, il est en plein milieu d'une scène de crime, un double meurtre vient d'être commis il y a quelques minutes. Il confirme bien sûr à la fille aînée que les deux personnes sont mortes, qu'il ne peut pas les ramener à la vie, que c'est n'importe quoi, et que là il s'agit d'un double crime. L'imam quitte le domicile immédiatement et il part alerter la gendarmerie. Alors d'après ce que j'ai lu, apparemment la gendarmerie qui a été donc informée du double meurtre par l'imam, elle ne se serait pas déplacée tout de suite. Il se serait passé à peu près 3 heures de temps avant qu'elle ne se déplace sur le lieu du crime, et donc il a fallu que le chef de police contacte la gendarmerie compétente pour leur dire d'aller tout de suite sur la scène de crime et faire tout le protocole habituel, donc avec la police scientifique, etc., pour que les gendarmes se déplacent. Mais a priori, hein, vraiment d'après ce que j'ai lu, donc je sais pas si c'est véridique ou non, mais la gendarmerie ne se serait pas déplacée tout de suite. Mais les enquêteurs, une fois sur place, ils remarquent une chose, c'est que la scène de crime a été méticuleusement nettoyée. Donc les auteurs des meurtres ont eu tout le temps nécessaire pour nettoyer toute la scène de crime. Ils n'étaient plus sur les lieux d'ailleurs, ils avaient fui. Et donc voilà, c'est clair que si les gendarmes ont mis 3 heures à se déplacer, évidemment ça laisse pas mal de temps pour tout nettoyer. Les corps sont donc emmenés à l'hôpital pour être autopsiés. Les décès sont confirmés à la polyclinique de Feraoun au petit matin du 10 mars 2021. L'enterrement de Rahima et Manel a lieu le 11 mars 2021 au cimetière d'Ishekaben, en présence du reste des proches, des amis et de la famille des deux victimes. Et le 2 avril 2021 à 10h30, une marche blanche démarre depuis le domicile des victimes en hommage à Rahima et Manel. Mais qu'est-il passé dans la tête de cette famille pour en arriver à tuer leur propre chair et leur propre sang ? Alors l'aîné de Rahima a pu dénoncer dès le début des investigations que les meurtriers sont sa propre famille, donc son oncle maternel, ses grands-parents et sa tante maternelle. Et ces accusations ont bien sûr été confirmées par l'imam qui a pu constater la scène de crime. Au lendemain de ce double crime, les gendarmes de Feraoun interpellent l'assassin ainsi que ses complices. Et ils sont tout de suite présentés devant le procureur de la République près le tribunal d'Amizour. Le principal mis en cause, donc le frère cadet, est lui tout de suite placé sous mandat de dépôt, alors que les parents et la sœur ont eux été libérés après une dizaine de jours passés en détention provisoire, en attendant les conclusions de l'enquête judiciaire confiée à la gendarmerie nationale. Alors l'avancée de l'enquête a pu démontrer que le présumé coupable a reconnu tout de suite le double meurtre en insistant bien sur sa pleine capacité mentale. Donc il reconnaît qu'il n'était pas fou, qu'il était totalement conscient de ce qu'il faisait quand il a tué sa sœur et sa nièce. Il assume l'entière responsabilité du double meurtre. Il dédouane donc ses complices, donc ses parents et sa sœur. Il dit qu'il a vraiment agi tout seul, qu'il est conscient de ce qu'il a fait et que c'était vraiment son plan. Le frère et oncle criminel expliquera aux enquêteurs et au tribunal qu'en tant qu'exorciste, il voulait chasser les démons présents dans le corps de sa sœur. Pour lui, sa sœur était malade, elle était possédée par des démons, il devait la délivrer de tout ça, mais il ne pensait pas la tuer. Mais dans son discours, là, il explique pourquoi il s'en est pris à Rahima. Mais
mais il n'explique pas pourquoi alors il s'en est pris à Manel. Et donc à cette question que les enquêteurs vont lui poser bien sûr, il expliquera qu'en prévoyant de tuer Manel, ce qui était le projet de départ, sa mort aurait soi-disant donné des pouvoirs de guérisseuse ou de voyante à sa mère Rahima, permettant par la suite de faire un business dans le charlatanisme. Mais que du coup il s'est retrouvé face au refus de Rahima de lui donner Manel pour la sacrifier. Il a donc voulu alors guérir à Rahima des soi-disant démons qu'elle avait en elle et qui l'empêchaient d'aboutir à son plan de sacrifier Manel. Sauf que le reste de la famille, donc le mari, les enfants, les cousins qui sont complètement choqués des propos qui sont tenus par le frère de Rahima. Ils ont défendu Rahima, ils ont déclaré qu'elle n'était pas du tout malade, qu'elle ne souffrait d'aucun mal, que c'est un pur mensonge. Ils ont bien sûr déclaré que Rahima allait très bien, qu'elle travaillait, qu'elle s'occupait bien de sa maison, de ses enfants, que c'était une personne forte et solide, et que tout ça était un mensonge pour déguiser leur vrai plan machiavélique et macabre pour donc de sacrifice humain pour de l'argent et du business. Les auteurs de ces abominables crimes ont depuis lors été jugés et voici leur condamnation. Alors les débuts d'instruction commençaient très bien, ils pointaient plutôt vers une qualification d'homicide volontaire, donc de meurtre. Mais on ne sait pas pourquoi, entre-temps, un nouveau juge a été nommé pour instruire le dossier. La raison n'a pas été dévoilée dans la presse, donc on ne sait pas vraiment pourquoi il y a eu ce changement de juge. Et donc ce nouveau juge, lui, va instruire sommairement l'affaire. Et donc il va rendre une ordonnance le 14 juillet 2021 sur la base de coups et blessures sans volonté de donner la mort. Il va s'appuyer notamment sur l'article 264 alinéa 4 du code pénal qui dit que si les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort l'ont pourtant occasionné, le coupable est puni de la peine de la réclusion à un temps de 10 à 20 ans. Et en plus de ça, cette ordonnance qui est plutôt choquante, elle a été rendue sans avoir auditionné les témoins. Évidemment, à la suite de ce terrible événement, un collectif qui se nomme Justice pour Rahima et Manel a été créé. Alors pour d'une part dénoncer ces pratiques inhumaines et d'autre part pour venir en aide au reste de la famille des victimes. Donc le but de ce collectif qui est basé en Algérie et aussi à l'étranger comme en France par exemple ou alors aux USA, aussi au Canada, c'est aussi de bien suivre juridiquement ce dossier et d'entamer les recours si nécessaire, hein, enfin si le collectif estime que justice n'a pas été rendue. Donc son but aussi c'est d'accompagner les victimes, les familles des victimes pour aller jusqu'au bout, pour faire des recours, etc. Une cagnotte en ligne a même été ouverte par les villageois pour justement aider la famille à faire face aux frais juridiques. Donc dans le cas de cette ordonnance du 14 juillet 2021 qui ne satisfait personne à part les criminels, le collectif justement a demandé la révision de cette ordonnance, mais le 27 juillet 2021, la chambre d'accusation de Béjaïa en présence des juges a confirmé l'ordonnance initialement rendue par le juge d'instruction. Les avocats de la famille ont donc décidé de porter cette affaire devant le tribunal afin que les auteurs de ce double meurtre soient jugés à la hauteur de leurs crimes. Et ce n'est que le 20 décembre 2022 que cette affaire a vraiment été jugée pour la première fois, donc c'est très récent. Le frère de Rahima a été condamné à 12 ans de prison pour homicide involontaire par le tribunal de Béjaïa. Et donc ses complices, donc les parents et la sœur de Rahima, quant à eux, ils ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger. Et cette décision, elle a été rendue sans avoir entendu l'imam qui est l'un des principaux témoins de cette affaire. Sans surprise, bien sûr, ce verdict a été dénoncé par le collectif du village Ishekaben. Le collectif a déclaré que c'est un second assassinat infligé aux victimes et un sentiment d'impunité sans égal, une décision incohérente et incompréhensible. Bien entendu, les avocats de la famille ont fait appel de cette décision choquante. Les peines qui ont été prononcées par le tribunal sont carrément faibles au regard des actes qui ont été commis, au regard aussi de la circonstance aggravante, puisque les auteurs de ce double meurtre sont ont quand même un lien très proche avec leurs victimes, hein. Ils sont les parents, frères et sœurs, donc du coup il y a quand même un lien familial très proche et c'est considéré comme une circonstance aggravante. Et c'est donc le 7 mars 2023 que la cour de Béjaïa a rendu son verdict dans le procès en appel de cette affaire. Le procureur qui a plaidé cette affaire devant la cour, il a plaidé en
larmes pour dénoncer ce double meurtre horrible. Il a clairement dit que ce double meurtre ne peut pas avoir de circonstances atténuantes, que les auteurs doivent être condamnés à la hauteur de la barbarie de l'acte. Le frère et oncle assassin n'a pas eu une seule pitié ni pour sa nièce de 5 ans, ni pour sa sœur. Il n'a pas hésité à revenir avec du renfort pour exécuter son plan machiavélique, ce qui démontre aussi que l'acte est bien planifié, bien réfléchi. L'auteur du crime est donc condamné par la cour de Béjaïa à 20 ans de prison ferme pour homicide involontaire, tandis que ses complices sont condamnés, eux, à 2 ans de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger. Évidemment, cette qualification d'homicide involontaire, elle ne peut pas soulager les proches. Ce verdict scandalise l'opinion publique, les villageois et les citoyens. Ce double meurtre ne peut pas du tout être retenu comme homicide involontaire. Donc les gens, le collectif, tout le monde demande à ce que ce soit requalifié en infanticide et en féminicide. D'après Nassima Chilaoui, qui est une cousine de la famille, elle a confirmé aux médias que le procureur de la République a fait appel de cette décision inique et la Cour suprême devrait donc reprendre le dossier. En attendant la décision de la Cour de cassation, l'auteur est incarcéré dans la prison de Béjaïa. Malheureusement, ce genre de crime n'est pas nouveau. Il y a déjà eu des cas précédents qui ont eu lieu dans le pays. Les militants de droits humains et le gouvernement prennent le sujet très au sérieux. Ils font tout pour éradiquer ces pratiques inhumaines et illégales. Les proches des 2 victimes insistent vraiment pour rappeler que le cas de Rahima et Manel n'est pas du tout un cas isolé. Ils refusent que de telles pratiques puissent encore avoir lieu dans leur village. Ils déclareront d'ailleurs qu'il y a eu par le passé d'autres rituels sataniques qui ont emmené à d'autres drames. C'est juste qu'on n'en parle pas, c'est un sujet tabou dans la société algérienne. C'est ce qu'a justement déclaré Nassima Chilaoui, qui est une cousine et une proche en fait de Rahima. Elle a également déclaré que quelques-uns de leurs représentants exercent toujours dans des cabinets, ils reçoivent sur rendez-vous, profitent de la faiblesse des gens pour leur extorquer de l'argent, certains donnent même leur salaire d'1 mois en 1 heure. Il est temps que ces sectes qui ont pignon sur rue et qui sont à l'origine de ces rituels soient sanctionnées, il ne faut plus attendre et il faut les interdire. D'ailleurs, beaucoup de gens ont tendance à croire que ces pratiques sont purement masculines, mais pas forcément. Il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent ce genre de torture, de crimes. Alors souvent en couple, elles vont faire ça avec leur mari ou avec un membre de la famille. C'est pas nécessairement une pratique masculine, quoi. Il y a de plus en plus de femmes qui sont mêlées à ces histoires. Alors la mort de cette maman et de sa fille a été condamnée par des milliers d'Algériens. Des milliers d'Algériens se sont indignés dans des messages qui ont été postés sur Facebook par exemple pour dénoncer justement ces pratiques. La petite Manel a été vue pour la dernière fois par son père sur les genoux de son oncle meurtrier quelques jours avant son meurtre. Et c'est ce que le père viendra témoigner devant la cour. Manel n'avait, comme vous le savez, que 5 ans. Elle était scolarisée à l'école primaire Haddadi Hassen. C'était une petite fille intelligente, elle était espiègle. Les gens diront même qu'elle était en avance sur son âge. Elle aurait pu bien sûr avoir un avenir radieux, un avenir que sa propre famille lui a arraché. Quant à sa maman, Rahima, elle est issue d'une famille plutôt modeste. Elle a en effet pas eu une vie ni douce ni confortable, mais elle tentait quand même de garder la tête haute. C'était une femme simple et courageuse qui n'avait pas peur d'avancer. Sa force d'ailleurs, elle l'a trouvée auprès de ses enfants. Elle était vraiment capable de tout pour ses enfants. Sa force de caractère et sa ténacité lui ont permis de faire un métier dont elle était fière. Et d'ailleurs, elle subvenait aussi aux besoins de sa famille. Elle travaillait durement pour que ses enfants ne manquent absolument de rien, pour leur offrir vraiment le meilleur. Elle est décrite comme une femme humaine, discrète, sincère, pleine de bonté, souriante et dotée d'une grande patience. De métier, elle était tisseuse de laine naturelle de mouton. Elle nettoyait et soignait la laine qui servait justement à la réalisation de vêtements et de linge de maison. Tout était réalisé de ses propres mains. Elle concevait vraiment tout de ses propres mains. C'était une excellente tisseuse de laine et elle fournissait vraiment un travail de qualité. Rahima avait aussi un certain goût pour les plantes et la nature. Elle et sa fille, bien sûr, ont laissé un grand vide au sein de leur famille et de leurs amis.
Depuis les malheureux faits, le père et les autres enfants sont bien sûr totalement brisés. D'ailleurs, depuis ce funeste soir, ils sont suivis par un psychologue. Ils ont besoin d'extérioriser leurs sentiments, ils ont besoin de parler, de se confier. Enfin voilà, ils sont encore aujourd'hui suivis, bien sûr. Le petit garçon qui n'avait que 9 ans au moment des faits est encore aujourd'hui très choqué, bien sûr. Il était très complice avec sa sœur Manel, il jouait beaucoup avec elle. Il était aussi fusionnel avec sa mère, donc du jour au lendemain, il a perdu sa mère et sa sœur de qui il était très proche. Donc voilà, il a énormément de mal. C'est vraiment un petit garçon totalement anéanti et il est là pour le coup, lui, il est vraiment très très suivi psychologiquement. Et donc les enfants de Rahima, les autres enfants de Rahima, notamment les filles aînées, elles vont beaucoup au cimetière rendre visite à leur mère et leur sœur disparues brutalement. Et grâce au collectif Justice pour Rahima et Manel, on sait que la famille, donc le père et les enfants, les autres enfants, ont pu être relogés dans un autre logement dans le cadre du Fonds national de logement, le FONAL, qui est une sorte d'organisme de logements sociaux. Et donc en fait ils ont déménagé, ils sont plus du tout dans le domicile où les faits ont eu lieu. Et donc ce nouveau logement, c'est comme une sorte de nouveau départ pour le reste de la famille. Donc on sait que petit à petit, ils essaient de reprendre une vie normale. Le père a repris son travail par exemple, et les enfants ont repris aussi l'école, donc tout doucement. Donc voilà, ils essaient un peu de se relever de cette tragédie. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous êtes encore là. Si c'est le cas, vous vous abonnez comme d'habitude, vous commentez, vous likez, vous partagez la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.